l'inventeur du web, c'est Tim Berners-Lee, qui a inventé le web en 1990. En 1994, Tim Berners-Lee va fonder le W3C, qui est l'organisme à but non lucratif qui appartient à tout le monde, qui sert à définir les normes du web sémantique. Ces normes-là, elles sont non propriétaires, gratuites et libres d'accès, ce qui est quand même intéressant. En 1998, Tim Berners-Lee il émet l'idée d'utiliser le web pour transporter des données. C'est en 1998 que le web sémantique est né à partir de cette idée-là. Mais fondamentalement, c'est pour combler quel besoin le web sémantique et le web en général, c'est pour l'échange de documents et de données entre les humains et les machines. La différence entre l'Internet et le web. L'Internet, hein, c'est le réseau qui interconnecte les ordinateurs sur la planète. Dans ce réseau-là, il y a des applications qui s'exécutent, qui permettent, par exemple, l'échange de fichiers, l'échange d'emails, la connexion inter-ordinateur. Le web, c'est une application de l'Internet. C'est-à-dire que, au même niveau que FTP, que le mail, le web est une application qui vise l'échange interopérable des documents et des données. Ben, le web, c'est quoi essentiellement? Ben, le web, c'est une grande bibliothèque hein, dans laquelle les livres sont des ressources. Donc, dans le web, l'équivalent d'un livre, c'est une ressource. Le web sémantique, c'est l'équivalent de la fiche bibliographique de la bibliothèque. C'est dans cette fiche-là qu'on va documenter, qu'on va mettre les métadonnées concernant les différents documents, les différentes ressources du web. Et cette fiche-là va servir à la recherche du document dans la bibliothèque. Quand on a besoin d'un livre, on ne regarde pas tous les livres de la bibliothèque. On va voir la fiche bibliographique et on va chercher le livre. C'est à ça que sert le web sémantique. Donc, cette fiche bibliographique-là, dans le web sémantique, ça s'appelle l'ontologie. L'architecture du web. Trois grands domaines de l'architecture du web. L'adressage. À quel endroit se trouve la ressource? Elle est indiquée par une URI. Le protocole de communication, comment les échanges se font entre les machines dans le web par le protocole HTTP, le Hypertext Transfer Protocol. Et dans quel langage interopérable on va afficher les informations et les documents? C'est le HTML, le Hypertext Modeling Language. C'est essentiellement les pages web. Le web sémantique, c'est essentiellement l'ajout du RDF, du Resource Description Web Framework, qui nous permet de transporter les données dans le web. Donc, le RDF sert aux données à ce que le HTML sert à la documentation, à l'information, c'est-à-dire transporter les données. Le principe d'interopérabilité, on en a parlé un petit peu tantôt. Le principe d'interopérabilité, c'est le fondement du web, c'est la raison d'être du web, c'est le but pour lequel le web a été inventé, c'est-à-dire de transporter les informations, de transporter les données indépendamment hein, de l'architecture technologique qui supporte le transport de cette information-là. Donc, que le serveur soit un serveur d'IBM, d'Apache, de Microsoft, que les clients proviennent de différentes plateformes comme Netscape, Safari, etc., l'information se promène et on n'a pas à se soucier avec quelle technologie cette information-là, elle est traitée. C'est le but du web et du web sémantique aussi. Donc, les 5 usages du web sémantique. Le premier usage, les données liées. Donc, on voit ici 2 petits nuages. Le premier nuage, c'est ce qu'avait de l'air le web de données en 2007 et à sa création, et aujourd'hui, ce qu'il a l'air en 2018. Ces données-là sont interchangeables d'une bulle à l'autre. Donc, en d'autres mots, les patrimoines de données qui sont construites dans chacun des capsules qui sont là-dedans, peuvent être réutilisés et réexploités et réenchérir et croiser pour créer de nouvelles informations, créer de nouvelles connaissances. Nous, au Canada ou au Québec, on a très peu de place dans cette bulle-là. On n'a pas investi dans la bulle. Il est temps qu'on investisse, il est temps, qu'on l'utilise, qu'on l'exploite, et aussi qu'on mette nos propres données dans cette bulle-là. Deuxième usage du web, le Sparkle, c'est-à-dire faire des requêtes. C'est ce qui va unir les bulles. C'est avec les requêtes Sparkle qu'on va aller chercher les différentes données dans les différentes bulles, qu'on va les croiser et qu'on va créer des nouvelles connaissances, des nouvelles informations et qu'on va pouvoir déduire et prendre des nouvelles décisions.
Normalisation du vocabulaire et du partage des vocabulaires. Il y a des domaines, hein? La médecine, la finance, le droit, et tous ces domaines-là ont des vocabulaires qui leur sont propres. Un des usages du web sémantique, c'est de normaliser ces vocabulaires-là, pas le contenu, mais l'utilisation de ces vocabulaires-là afin qu'ils soient réutilisables dans n'importe quel contexte au besoin. Quatrième usage du web sémantique, inférence et informatique cognitive. Attention, ici, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle d'informatique cognitive. L'idée, c'est de faire parler les connaissances, de partager les connaissances entre des systèmes informatiques, les ordinateurs et les humains, par la logique des descriptions. Finalement, le dernier usage, c'est des applications à des solutions transdisciplinaires. En d'autres mots, les technologies du web sémantique ne doivent pas se soucier de quel domaine de discipline ils s'adressent. Ça doit être transdisciplinaire, ça doit aussi bien fonctionner en médecine qu'en droit, qu'en économie, peu importe la discipline. La requête Sparkle. Donc, Sparkle, c'est pour Sparkle Protocol and RDF Query Language. Comment ça fonctionne essentiellement? C'est d'abord, on a un serveur web qu'on accède comme n'importe quel serveur web avec une adresse dans la barre, dans la barre d'adresse. Sur ce serveur-là, il y a un service web qui s'appelle le Sparkle Endpoint. Quand on accède à cette adresse-là, il y a une page qui apparaît dans laquelle on peut écrire la commande de requête et qui va s'exécuter sur le serveur puis qui va nous retourner la réponse. Pour ceux qui sont plus techniques, on peut aussi envoyer ces requêtes-là à travers des requêtes REST et recevoir la réponse localement pour traiter localement les données et les croiser à partir des différentes bulles duquel on est allé chercher de l'information. Donc, l'ontologie dans le web sémantique. L'ontologie, c'est quelque chose qui est fondamental au web sémantique. C'est le fichier à la base qui est utilisé pour transporter les données. Donc, du point de vue informatique, l'ontologie, c'est un fichier interopérable pour communiquer des données et leur structure dans le web. D'un point de vue de l'informatique cognitive, ça permet de représenter par les IRI les ressources du web ou de la réalité. On peut, avec une URI, représenter une personne qui existe dans le monde pour le vrai. Elle sert aussi à symboliser les concepts, les propriétés, les faits conceptualisés d'un domaine du discours. Et c'est là qu'on commence à rentrer avec l'informatique cognitive. Donc, structure de données utilisée par l'ontologie et le RDR graph. Dans le monde de l'informatique en général, il y a deux structures de données qui sont utilisées, soit sous forme tabloïde, soit sous forme de graphe. Les ontologies sont sous forme de graphe. Ça facilite l'interopérabilité et le traitement par les ordinateurs. Les ordinateurs aiment traiter les données en graphe. Les architectures du web sémantique de données classiques. Donc, classiquement, comment ça fonctionne aussi, c'est qu'il y a plusieurs... on a le Sparkle Endpoint d'un côté et on a la base de données RDF dans laquelle les graphes sont entreposés et la requête Sparkle va fouiller dans le graphe. Maintenant, il y a une évolution au cours des dernières années de cette architecture-là parce qu'il y a des besoins qui ont commencé à émerger. Un des besoins, c'est des besoins associés à l'intelligence artificielle. Une des propriétés des données en graphe, c'est que les gens qui font de l'intelligence artificielle aiment utiliser les données en graphe parce que c'est extrêmement efficace au niveau de la machine. Donc, ce qui commence à émerger sur le marché, ce sont des architectures où, d'un côté, on va accéder à la base de données avec des langages ultra spécialisés tels que Tinkerpop, GraphQL, Gremlin, qui vont fouiller dans ces données en graphe-là de façon extrêmement efficace. Et de l'autre côté, avec un Sparkle Endpoint qui permet de transiger ces données-là sur le web. Donc ici, je présente quelques compagnies qui se sont lancées dans cette aventure-là. Et il y a même Amazon qui a même une architecture où est-ce qu'avec une base de données en graphe dans le web, on a un Sparkle Endpoint et on est directement connecté dans le cloud pour échanger des données à très grande vitesse. L'autre architecture de données, ce qui est plutôt visé ici, c'est de préserver le patrimoine de données. Donc, les organisations qui ont une existence, une certaine existence, sont souvent assises sur des bases de données relationnelles, des bases de données de type graph. Eh bien, de plus en plus, on va retrouver aussi des architectures où on va construire un Sparkle Endpoint, mais par-dessus la base de données en graph, pour pas justement tout
briser, si on veut, le patrimoine de données de l'entreprise ou encore changer les pratiques et les façons de faire. Donc, on peut continuer à utiliser la bonne vieille requête Sparkle pour accéder à nos données, mais on peut aussi publier nos données sur le web à travers un Sparkle Endpoint. Donc, la vision, si on veut, de la donnée à travers le web, c'est de conjuguer performance avec interopérabilité. Donc, la croisement de tous ces architectures-là sont combinés dans un nuage, dans le nuage du web, qui peut être dans un intranet pour partager les données, échanger les données, mais quand même garder le volet de oui, je veux utiliser aussi des données tabulaires ou aussi des données sous forme de graphes. C'est la technologie qui permet de connecter les silos de données dans les organisations et sur la planète au complet. Donc, en résumé, le web sémantique, ça permet d'attribuer un sens aux ressources du web. L'ontologie, c'est le fichier interopérable qui sert à coder la donnée et la sémantique des ressources. Le Sparkle, il est utilisé pour faire des requêtes sur le web et les 5 usages du web sémantique sont les données liées, réutiliser les données, donc évidemment sauver des sous, la recherche de données à travers des ontologies fédérées, la normalisation et le partage de vocabulaire normalisé, la répartition d'agents cognitifs sur le web et l'applicabilité à des solutions transdisciplinaires.